On y va. C'est à vous. Bonjour, merci beaucoup à l'APF de nous avoir invités pour venir présenter finalement, en écoutant les prédécesseurs, on se rend compte qu'entre Scorpion, Alexandra et Fab Lab, on finit par apprendre la modestie par rapport à tout ce qu'on a appris. Mais enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est tous dans un mouvement d'innovation qui va finalement dans le bon sens parce qu'on s'occupe réellement des personnes qui en ont besoin. Donc ça, je trouve que c'est l'objectif. Alors l'ASEI a été créée en 1950, donc sur Ramonville, Toulouse. Et là, je suis vraiment désolé, mais ni Marie-Cécile ni moi ne pourrons vous déployer l'accent du Sud-Ouest. Au départ, ça a été créé par des instituteurs qui étaient imprégnés par l'esprit de Célestin Freinet et qui ont donc développé à partir d'un institut d'éducation spécialisé et ce qui est aujourd'hui encore un lycée, un collège. Et ça fait maintenant 30 ans qu'on a mis en place des classes annexées dans les lycées, les collèges ordinaires et aussi un CESAD pour pouvoir accompagner l'ensemble des personnes qui sont accompagnées. Et j'ai bien retenu aussi ce matin, tout à l'heure, dans les différentes approches, tout le monde a envie d'avancer, mais aussi de se dire, mais à un moment donné, si on veut reculer, qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, c'est pour nous encore aujourd'hui le souci, c'est-à-dire que quand on va dans l'inclusion, dans l'école inclusive et que ça marche, c'est parfait. Quand il y a des petits soucis pour pouvoir revenir, ce n'est pas aussi évident. Nos structures, MDPH, CDPH, ne sont peut-être pas encore totalement adaptées. C'est peut-être pour ça qu'on emploie aussi souvent les mots dispositif parcours, parce qu'on n'arrive pas encore à complètement les voir accomplis. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant de le faire. Donc, sur notre site historique, 16 hectares, avec aussi des écureuils, il y a 4 établissements. Donc, il y a sur l'ensemble de ce parc, un établissement, donc le lycée, le collège, un établissement pour les problèmes sensoriels, et puis un établissement qui était dédié plutôt à un institut d'éducation motrice, plutôt vision professionnelle, et un autre dédié plutôt polyhandicap. Et aussi un SSR, mais il ne fait pas partie de la présentation d'aujourd'hui, qui est spécialisé en pédiatrique. Donc l'ensemble de la problématique était assez simple, c'est comment arriver à faire en sorte que par exemple quelqu'un qui est dans le CM Pro et qui a besoin d'avoir un accompagnement en braille peut pouvoir bénéficier de ce qui est développé dans l'autre établissement qui a ses spécialistes sans devoir soit changer l'établissement, soit obtenir une dérogation avec le CESAD par exemple. Et donc on est parti de ce principe-là et de se dire il faut qu'on arrive à les faire fonctionner ensemble. Pour pouvoir arriver à les faire fonctionner ensemble, et c'est là que ça a commencé à être compliqué et que l'aventure a commencé. On est donc lancé sur le nom, déjà donner un nom à cet ensemble. Alors dans une ville qui a la Cité de l'Espace, c'était pas très très compliqué, mais ça a été un peu difficile à faire passer quand même parce qu'il y avait d'autres cités qui avaient moins bonne réputation et bon, ça a fait beaucoup discuter. Mais enfin, je pense que vous savez que tout projet nécessite qu'on en discute beaucoup pour pouvoir arriver à le réaliser. Et progressivement, on est rentré sur le projet de se dire on va faire des parcours puisqu'on va partir tout simplement de ceux qu'on voit pratiquement jamais parce qu'ils sont en CESAD et ils ne viennent jamais dans le parc sauf pour des temps spécialisés ou lorsqu'ils arrivent. Et puis jusqu'aux plus accompagnés en termes qui ont besoin d'un accompagnement très très présent et qui auront un accompagnement sans doute pendant toute leur vie. Donc on partait sur six parcours et naturellement au départ, et j'étais aussi pratiquement acquis à cette idée de se dire on va partir du type de handicap, de déficience, du besoin de la personne et par type de population, ça va de soi. Bon, et puis on a continué de travailler donc à travers ces groupes et au fur et à mesure, quand on a commencé à définir qu'est-ce qu'on leur faisait pour pouvoir arriver à définir ces parcours, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il était peut-être plus important de savoir si c'était un enfant ou un adolescent que si c'était quelqu'un qui avait un handicap physique ou un handicap sensoriel.
Et donc, on a changé un peu notre modèle, qui était au départ, alors surtout avec des mots forts, l'identité de l'établissement, les spécialités pour les professionnels et tout cet ensemble. Et c'est venu aussi de la part des professionnels de se dire finalement, la différence entre l'un et l'autre, elle n'est pas énorme au niveau technique. C'est sûr qu'un instructeur, un AVGiste ou un instructeur en braille, ce n'est pas lui qui va faire la rééducation, mais néanmoins, l'écart est beaucoup moins important qu'on ne pouvait le penser. Donc, on est rentré dans ces parcours que vous présentera Marie-Cécile, et donc on est parti sur un ensemble qui faisait 635 enfants adolescents, 540 professionnels, un ensemble aussi où il y a 31 millions d'euros sur ce site. Parce que je fais partie de ceux qui, effectivement, sont toujours en train de faire des dossiers pour obtenir des nouveaux moyens, mais je persiste à penser qu'aujourd'hui, il y a de l'argent, il faut aller le chercher, il faut répondre à des projets. Là, on vient d'obtenir 2 plateformes de compétences et de prestations externes à travers le projet Zéro sans solution, mais c'est vrai qu'on peut arriver à le faire et on en a une démonstration depuis ce matin avec des innovations. Mais effectivement, il faut arriver à le faire. C'est pour ça que vous avez en dernier des choses, le CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ce qui nous a permis aussi de modéliser les parcours, mais à ma grande déception, même si on mutualisait l'ensemble des budgets, on restait quand même avec des numéros finesse et des numéros SIRET, et donc c'était assez compliqué. Et au niveau de la CDAPH, on parle de dispositifs, mais néanmoins, alors peut-être que ça va arriver aujourd'hui avec les plans d'accompagnement global de se dire ils peuvent rentrer dans la cité de l'autonomie et de l'insertion, mais à ce jour, on ne peut pas y rentrer directement dans un dispositif un petit peu comme on commence à pouvoir le faire dans les ITEP. Donc ça, c'est encore l'espoir pour pouvoir y arriver. Mais finalement, c'est un peu rassurant. Les professionnels que nous sommes et les associations et les gestionnaires que nous sommes également sont peut-être en avance sur les textes, et là c'est toujours un petit peu plus intéressant parce que ça on l'a vu en 2002, en 2005, c'est peut-être plus facile de changer un texte que de changer les comportements et la façon de travailler ensemble. Donc voilà ma présentation, je vais m'arrêter tout de suite pour permettre à Marie-Cécile Dauger de vous parler du contenu de ce que l'on a fait avant de savoir si c'était vraiment, comme on l'avait dit dans le titre, est-ce que c'est une révolution? Je ne pense pas, mais c'est une forte évolution. Vous voulez ça? Puisque vous me l'avez permis, je vais rester ici. Donc on est parti, comme l'expliquait M. Jourdi, d'un questionnement sur l'offre de la Cité de l'Autonomie et de l'Insertion, l'offre de 4 établissements donc, qui étaient relativement proches géographiquement, qui représentaient tout de même à peu près, qui représentent 650 enfants et adolescents accueillis et à peu près autant de professionnels. Et le questionnement consistait à se dire, est-ce que notre offre permet aujourd'hui de vraiment proposer des parcours fluides, souples, sans rupture, comme effectivement le souhaitaient, et à juste titre, les politiques publiques. Bon, il y avait un petit peu la réponse dans la question, puisque on a quand même réfléchi pendant de nombreux mois pour arriver à donner une nouvelle clé de lecture à cette offre, qui effectivement, avec 650 enfants, qui comprend de nombreux dispositifs, qui est une offre, comme on peut les appeler, millefeuille, forcément. Et donc, effectivement, la volonté, ça a été de proposer une clé de lecture différente qui s'affranchit totalement de la notion d'établissement et de place, et donc d'essayer de se détacher de cette notion d'agrément seulement relié à un type de handicap. Donc s'affranchir de la notion d'établissement au sens administratif, ça veut dire qu'on décloisonne. Et donc le projet finalement de la Cité de l'Autonomie et de l'Insertion, c'est ça, c'est tout simplement arriver à décloisonner des établissements qui parfois, malgré une proximité géographique, on peut être à 200 mètres, sans jamais se connaître, se côtoyer pendant de nombreuses années. Alors le parti pris, ça a été de se dire que
la logique, c'était de rassembler des dispositifs qui pouvaient concerner des enfants ou des adolescents qui avaient des niveaux d'apprentissage équivalents ou des capacités d'apprentissage équivalents et des niveaux d'autonomie équivalents, c'est-à-dire une possibilité de gérer le facteur de la dépendance d'une manière relativement semblable. Et donc, on a essayé de décloisonner les 4 établissements en proposant une lecture à travers 6 parcours. Alors, ce n'est pas forcément des parcours, en fait, c'est plutôt parfois la mise à côté de dispositifs, la mise en lien de différents dispositifs. Le parcours 1 représente l'ensemble des dispositifs CESAD, donc d'inclusion individuelle. Le parcours 2 représente l'ensemble des dispositifs d'inclusion collective, ce qu'on appelle les dispositifs de classe annexée. Le parcours 3 représente l'éducation spécialisée de niveau primaire ou secondaire. Le parcours 4 représente tous les dispositifs qui sont en lien avec la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. Le parcours 5, on est sur la poursuite d'apprentissage pratique, donc ce qui peut représenter par exemple le pré-professionnel, ce qui va se passer avant de rentrer sur un parcours de formation et d'insertion. Et le parcours 6, on est moins dans des enjeux scolaires, mais on est quand même dans la poursuite d'actions pédagogiques avec la construction d'un projet de vie sociale. Donc finalement, l'ensemble de ces 6 parcours, on a à chaque fois 2 ou 3 établissements qui sont représentés dans ces 6 parcours. Donc ce sont des éléments de langage, si vous voulez, qui ont permis à différents professionnels qui se sont retrouvés pendant à peu près une année autour de groupes de travail par parcours. Ça a permis de faire sens, ça a permis de construire une culture commune et de mieux comprendre ce qui se passait dans chacun de nos établissements. Donc la première étape de la mise en œuvre de ce projet, ça a été donc de permettre aux professionnels de se rencontrer. On l'évoquait hier, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Il y a eu de nombreuses réunions avec des équipes pluridisciplinaires dans chacun des parcours. Ça a mis au moins un an et demi pour permettre à chacun des 4 établissements de vraiment comprendre ce que faisait l'autre établissement. Et ce temps, même s'il est long, il est extrêmement nécessaire parce que finalement, ce qui compte, c'était pas tant le résultat ou la production de chacun des groupes, c'était le fait qu'à un moment donné, les gens allaient se rencontrer. Donc ça fait vraiment écho à ce qu'on expliquait hier sur la question du lien, c'est-à-dire que des liens se sont tissés entre des professionnels qui finalement poursuivaient des missions relativement équivalentes, mais parfois avec des enfants ou adolescents qui pouvaient présenter des handicaps très différents. La deuxième étape dans la mise en œuvre de ce projet, ça a été quand même d'essayer de construire un contenu, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque parcours, finalement, quel est le périmètre de la population accueillie, quelles sont les prestations qui sont semblables, quelles sont les prestations qui éventuellement sont très spécifiques, encore liées à un établissement, à qui on s'adresse, quels sont les partenaires. Donc voilà, il a fallu là aussi à nouveau une année avec des groupes de travail pour donner du contenu et toujours des éléments de langage communs au travers de ces parcours. Et la troisième étape, c'est l'étape qui nous concerne actuellement, c'est la mise en œuvre de ces parcours. Alors là, on n'est plus dans quelque chose qui est modélisé, qui est forcément très structuré avec une méthodologie de projet comme on a pu l'être jusqu'à maintenant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos établissements, dans cette cité de l'autonomie et de l'insertion, on part des situations individuelles. C'est-à-dire que ce qui a permis de décloisonner les établissements, c'est l'arrivée des situations un peu singulières où il a fallu, et je vais vous donner quelques exemples par la suite, justement offrir de manière décloisonnée un parcours. Donc on part vraiment des besoins et du parcours personnalisé de l'enfant pour arriver à construire un accompagnement qui est finalement adossé à plusieurs établissements, mais qui correspond à un des 6 parcours que je vous ai présentés. Alors là, je crois qu'il y avait une petite animation qui ne marche pas, c'est pas grave. Donc, je vais le regarder. Donc, on avait par exemple
Anna, qui est une jeune fille de 17 ans, IMC, qui a perdu également la vision et qui bénéficie d'une double orientation, IES-IEM, et qui se présente donc en premier lieu au niveau de l'IES pour pouvoir être accompagnée par un des établissements qui s'appelle le centre Cival-Lestrade. Cette jeune fille étant également en situation de handicap moteur, nécessitait donc un accompagnement, adossé également à l'IEM, le centre Pierre Froment. Ça marche pas, bon, c'est pas grave. Et donc il a fallu se poser la question de son accueil. On ne pouvait pas indiquer à cette famille qu'il allait avoir 2 process d'admission, le premier au centre Pierre Froment, le deuxième au centre Lestrade Cival. Donc il a fallu dès le début construire un accueil conjoint avec les équipes des 2 établissements et puis se poser la question de toutes les prestations, où est-ce que va se passer le soin, où est-ce que va se passer l'apprentissage scolaire, où est-ce qu'elle va être hébergée, dans quel internat, etc. Et donc de fil en aiguille, on a construit un accompagnement sur 2 jours au centre Pierre Froment, 3 jours au centre Cival-Lestrade, avec un hébergement total au centre Cival-Lestrade du fait de son handicap. On était là sur un parcours de vie sociale. Et c'était la première fois qu'on avait donc une jeune adolescente qui était déscolarisée avec cette double notification. Non, je ne le vois pas, l'autre. Ah si, voilà, pardon. Caroline, 14 ans, est une jeune fille hémiplégique qui a également des troubles du comportement alimentaire. Et donc, elle démarre d'abord un accompagnement au centre Jean Lagarde, un des 4 établissements, pour une formation diplômante. Et puis, les troubles du comportement alimentaire font qu'à un moment donné de son parcours, elle décroche scolairement. Et donc, elle est en grande difficulté pour suivre les apprentissages qui lui sont proposés. Donc, on organise à ce moment-là un accompagnement qui est transféré sur le centre Pierre Froment avec des apprentissages plus adaptés, des rythmes plus lents, pour l'aider à passer finalement cette période de l'adolescence où la difficulté et la maladie ont pris un petit peu le dessus sur le projet professionnel. Elle y passera donc quelques années avec des prestations de soins, d'accompagnement, une poursuite d'enseignement professionnel, mais non diplômant, avant d'être en capacité de repartir finalement, suivre progressivement des modules de formation diplômants au centre Jean Lagarde. Donc, elle a redémarré un parcours en étant à cheval sur le centre Pierre Froment et le centre Jean Lagarde, jusqu'à finalement être en capacité d'être totalement à nouveau dans son projet d'insertion professionnelle et de formation diplômante au centre Jean Lagarde, jusqu'à obtenir son CAP vente. Donc c'est un parcours qui a pris beaucoup de temps, de nombreuses années, qui a nécessité là aussi beaucoup de collaboration entre les 2 établissements, pour toujours laisser une porte ouverte finalement à cette adolescente. Alors ça, je vous ai présenté là 2 exemples. Aujourd'hui, il y en a des dizaines qui se sont présentés à l'entrée de la Cité de l'Autonomie et de l'Insertion. C'est-à-dire que, à force de se côtoyer, les équipes réussissent très tôt dans les processus d'admission à construire une offre partagée entre 2 voire 3 établissements. Donc c'est devenu une pratique, alors on parle d'innovation, je considère que c'est une pratique innovante, même si elle est parfois complexe, mais c'est vraiment une pratique innovante, c'est-à-dire que ça n'émeut plus personne, si vous voulez, de pouvoir aujourd'hui, au sein de cette Cité de l'Autonomie et de l'Insertion, pouvoir rapidement proposer un accompagnement à plusieurs. Donc c'est après du cas par cas, c'est-à-dire que ça se construit toujours à partir des besoins et des spécificités de chaque enfant ou adolescent, mais ça se met en œuvre un petit peu comme une musique, ça se construit, ça se tricote et ça fonctionne très bien. Et il y en a aujourd'hui vraiment de nombreux. On a des adolescents qui font des soins d'un côté, mais peuvent aller suivre des ateliers 2 à 3 fois par semaine dans un autre établissement. Alors il y a la proximité évidemment géographique qui le permet. On a des adolescents qui suivent des formations diplômantes à l'extérieur d'un centre, mais qui reviennent pour le travail éducatif, le soutien scolaire et l'hébergement. Et je pense que si le projet tient dans le temps, c'est parce qu'il y a un petit peu tout ce maillage qui s'est construit entre les professionnels.
Alors, qu'est-ce que ça amène comme conséquence de pouvoir travailler à plusieurs sur la construction de ces parcours individuels? D'abord, ça a permis de valoriser les savoir-faire des équipes qui intervenaient au sein de cette cité de l'autonomie et de l'insertion. Et c'est extrêmement important de valoriser les savoir-faire parce que quand vous voulez travailler à plusieurs et en réseau, faut-il encore être très au clair sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Ça a permis de créer d'énormes synergies et de mutualisation de compétences d'une manière maintenant plus naturelle. Au début, ça a été un peu difficile, mais maintenant, ça se fait de manière naturelle. Donc, on peut avoir, par exemple, un intervenant en théâtre qui, spontanément, va faire des propositions d'intervention dans 2 établissements. Donc, il va et vient entre plusieurs établissements. Et je vous assure qu'il y a encore 4 ans, ça paraissait impensable parce qu'on était dans une logique d'attachement et de rattachement à un établissement. Donc, il y avait une culture très forte autour de l'établissement. Il était impensable qu'un professionnel, dans un quotidien de travail, puisse aller et venir en dehors de son propre établissement. Ça a permis de réfléchir à l'harmonisation des pratiques, sachant que l'objectif n'est surtout pas de tout harmoniser, mais de quand même réfléchir à ce qui, à un moment donné, facilite le parcours et facilite la relation avec les familles. Donc, notamment les processus d'admission. Il est important, malgré la construction d'un parcours un peu complexe, de garder des délais d'admission et de réactivité pour que les familles n'attendent pas trop longtemps. Il était important aussi de regarder et de s'interroger sur la question des projets personnalisés, la construction des projets personnalisés. Elles se font de manière différente dans les établissements. Donc il était important d'avoir des regards croisés sur la question des projets, mais sans forcément vouloir tout harmoniser. L'organisation intégrée des politiques de santé aujourd'hui nous oblige à être dans cette co-responsabilité. Donc cette co-responsabilité-là, on l'a aujourd'hui totalement au niveau de la Cité de l'autonomie et de l'insertion. C'est-à-dire que nous n'avons plus à convaincre des équipes qu'il faut travailler ensemble. C'est devenu quelque chose d'intégré, de naturel, et on est à l'intérieur de cette Cité de l'autonomie et de l'insertion, tous dans une logique de co-responsabilité pour proposer finalement une réponse la plus adaptée possible aux enfants accueillis. Ça a permis de l'innovation et ça a nécessité un gros travail de coordination. Bien sûr, un projet qui est adossé sur plusieurs structures, il est forcément porté par quelqu'un qui a un savoir-faire de coordonnateur. Donc il a fallu, là aussi, accompagner l'ensemble des équipes à devenir des coordonnateurs de projet. Donc on est passé de l'éducateur référent à l'éducateur coordonnateur, sachant que ce n'est pas toujours l'éducateur qui est le coordonnateur du projet, souvent, en tout cas il l'est. Et donc là aussi, il y a des savoir-faire à mettre en perspective. Ce n'est pas donné à tout le monde, même si ça fait partie des référentiels de compétences. Donc il a fallu accompagner, soutenir ces logiques de coordination, parce qu'évidemment, ça posait la question du temps, ça posait la question de la légitimité, mais c'est indispensable d'avoir des gens qui sont à l'aise avec la notion de coordination pour pouvoir mettre en lien les différents acteurs. Et ensuite, il y a quand même des clés de réussite que je voulais un petit peu témoigner aujourd'hui. Pour que ça puisse fonctionner, il a fallu quand même s'affranchir de freins administratifs. Les freins qui sont liés à la partie gestionnaire de l'établissement, liés à la facturation, liés à l'administratif, les différents contrats de séjour. On ne va pas faire signer 3 contrats de séjour aux familles quand on est sur un accompagnement à plusieurs. Donc voilà, il a fallu lever tous ces freins qui au départ pouvaient sembler quand même assez lourds. Donc là, c'est ce qu'on évoquait hier sur le côté s'affranchir des règles, transgresser les règles. C'est pas qu'on les a transgressées, mais enfin, il a fallu quand même essayer de penser autrement. L'arrivée du CEPOM nous a quand même permis ça, puisqu'il ne s'agissait pas de se refacturer à chaque fois entre établissements la moindre prestation. Là, je crois qu'on serait encore en train de rédiger des factures et de rédiger des conventions si on en était là. Donc, il fallait effectivement que la question financière soit levée. Je ne vois plus rien. Encore deux petites minutes. Encore. Ça ira. Il a fallu s'appuyer sur les équipes de direction,
un projet de cette envergure n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas à nos côtés, aux côtés du directeur général et du directeur d'établissement, des cadres, des chefs de service, des adjoints de direction, toute une équipe qui était partie prenante, c'est-à-dire qui avait compris quelle était la direction à prendre, qui était convaincus et qui ont accompagné et porté à nos côtés ce projet. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir vraiment des équipes de direction qui sont totalement partie prenante et qui accompagnent au quotidien pour lever tous les obstacles et tous les freins qui vont être rencontrés. L'accompagnement au changement de pratique, bien sûr. Il y a 4 ans, j'avais dit à des équipes, je l'ai dit d'ailleurs, vous allez accueillir des enfants dysphasiques à côté des enfants qui sont dans le handicap moteur sur un même atelier. On criait au scandale puisqu'il s'agissait de mélanger les handicaps, de mélanger les enfants. Enfin, ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, je vous assure que tout le monde est convaincu que ça peut fonctionner, mais il a fallu évidemment sensibiliser l'ensemble des équipes aux différents types de handicap. Il a fallu rassurer, accompagner, arriver à expliquer qu'on était effectivement dans des périodes de mouvement et d'incertitude et qu'on ne maîtrisait pas tout, on ne pouvait pas être sûr que ça allait marcher au départ, mais on l'a vécu avec 1 enfant, 2 enfants, 10 enfants, 20. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que ça marche, qu'il n'y a pas de difficultés majeures. Les enfants s'entendent parfaitement bien. Les adolescents vont beaucoup plus vite que nous dans l'adaptation au changement aujourd'hui. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Donc il a fallu quand même accompagner ces changements de pratique en permettant au départ, donc perdre du temps, puisqu'on a passé beaucoup de temps à se rencontrer, à échanger, et pour aujourd'hui être en capacité d'analyser un peu les résultats de ces changements de pratique. Voilà, donc la demande qui avait été faite aux équipes, c'était clairement de sortir un peu des logiques de répétition. C'est-à-dire que quand on comprend qu'un projet s'essouffle, on sort des logiques de répétition et on essaye de construire différemment. Et enfin, pour conclure, ce projet n'aurait pas pu fonctionner quand même s'il n'y avait pas eu des organisations de travail dans les établissements qui fonctionnaient déjà très bien. C'est-à-dire que si, dans un établissement, on passe son temps à avoir des difficultés de recrutement, à gérer de l'absentéisme, à avoir des difficultés de moyens ou de tout ordre, ça va être très compliqué de dire aux équipes pluridisciplinaires « soyez innovants, soyez souples, levez tous les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, mais travaillez tous ensemble ». Ça ne marche pas. Donc pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse avoir de la fluidité, de la souplesse, il fallait quand même à la base avoir des organisations assez bien structurées, assez bien huilées. Et c'est parce que effectivement on ne passe pas son quotidien à gérer que des problèmes qu'on arrive aussi à avoir une petite lumière qui permet de continuer à réfléchir, à s'interroger et donc à innover. Voilà. Merci beaucoup.